Ah ouais. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec un cours grâce à Midrashet Yehuda Manitou et on replonge dans les Juifs du Maroc grâce à Georges Spira. Et on vous souhaite, moi je vous souhaite déjà Gmar Khatima Tova et tu vas nous parler une fois de plus du Melach au Maroc. Bechavod. Merci beaucoup, Johan. Alors, Shana Tova à tout le monde, Machatima Tova. Je n'ai pas d'annonce de familiale à faire aujourd'hui. On ne m'en a pas communiqué, donc on va tout de suite rentrer dans le cours. Et j'espère qu'on va arriver à terminer l'histoire du Mellah aujourd'hui, parce que je vous ai assez fait pleurer. Et donc, on va essayer de passer à quelque chose de pas forcément toujours plus heureux, mais enfin un peu moins dramatique. On ne va pas très bien terminer aujourd'hui, vous allez voir ça. Donc, je vais vous résumer un petit peu le cours de la dernière fois. On a parlé essentiellement des fléaux du Mellah, justement. Les maladies qui se développaient à cause de la promiscuité et de la surpopulation, la peste, la variole et la syphilis qui atteignaient également des enfants par le truchement du Moël lors de la Mila. Donc, vraiment des ravages par la maladie. Ensuite, nous avons parlé, autre fléau du Mela, l'alcool, la machia, qui était fabriqué exclusivement par les Juifs. Et évidemment, plus il y a de misère, plus il y a d'alcool, avec tous les ravages que ça entraîne, de violence, également de maladies, évidemment. Autre drame absolu, c'est la prostitution. Ça, on n'y pensait pas souvent, à tel point que le Mela était considéré comme le quartier de débauche pour les étrangers. Il y a énormément de filles mères, et évidemment, ça pose des problèmes considérables, tant sociaux que familiaux. C'est quelque chose qui n'est pas admis, et pour de bonnes raisons. Mais voilà, le fléau, il est là. Et on a vu qu'il a fallu attendre 1949, ce qui est quand même très tard, pour voir la maison close du Mélard de Fès fermée. Donc, c'est très, très tardif. Autre fléau, c'est l'illettrisme. Alors effectivement, jusqu'au milieu du 19e, il n'y a absolument pas d'enseignement du Chol, des matières profanes. On apprend des prières et des textes, ceci jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça va changer un petit peu avec l'arrivée de l'Alliance israélite. Il n'y a aucun enseignement pour les filles, elles sont totalement analphabètes. Les classes sont des classes de 60 gosses. Les professeurs sont souvent de mauvaise qualité et pas qualifiés. Les coups pleuvent. C'est le seul moyen de faire régner un petit peu d'ordre dans ces classes. Il y a très peu de livres, puisque l'imprimerie date du 19e dans les pays d'islam, et on a un livre copié à la main pour 8 enfants, c'est très très peu. Alors les enfants, on ne les surveille pas trop, ils traînent dans la rue. L'Alliance apportera effectivement un petit peu d'amélioration à cette situation, à savoir quand même que bien que tous les Juifs marocains ont un souvenir important de l'Alliance et de ce que l'Alliance leur a apporté, beaucoup de Juifs sont restés sur le bord de la route et n'ont pas été scolarisés. L'Alliance a fait beaucoup, elle a fait ce qu'elle a pu, elle l'a fait parfois maladroitement, ça nous en avons déjà parlé, on y reviendra encore, mais tous les enfants n'ont pas eu accès à l'école de l'Alliance. Voilà. Alors l'Alliance aussi, elle vient avec des idées un peu modernistes et évidemment, on trouve très très rapidement une confrontation entre l'Alliance et les rabbins, puisque l'Alliance vient avec des idées un peu plus modernistes, des lumières, même si elles ne sont pas très très éclairées, mais lumières quand même. Donc il y a de l'opposition. Et cette situation, on a fait des allers-retours au cours du 19e siècle, parce qu'entre le début et la fin du 19e siècle, il n'y a pas de changement. La situation reste la même et elle va commencer à changer en 1948 avec la naissance d'Israël. Là, les jeunes Marocains aspirent à autre chose, un peu de modernité, un peu d'ouverture au monde, et ce sera un terreau extrêmement riche pour le travail de l'agence juive qui va inciter ces jeunes à faire leur alia. Voilà. Alors, je reviens en arrière. En 1803, Ali Bey, c'est un nom bien arabe, mais en réalité, il s'appelle Domingo Badia y Leblich. C'est vraiment un nom très curieux parce que c'est un espagnol et qui se termine par un nom vraiment à consonance germanique. En tout cas, c'est un délégué du gouvernement espagnol au Maroc
Et il parle, je cite ces termes, de l'horrible inégalité des droits pour les Juifs. Donc l'inégalité juridique absolue. D'ailleurs, il est tellement critique qu'il finira par être fichu à la porte 2 ans après son arrivée. Une Anglaise, Bridget Meakin, écrit en 1890, voyons les 80 ans plus tard, et une situation totalement inchangée. Rien ne s'est modernisé, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, en Algérie. On verra ça, à cause de la présence française, évidemment. Elle écrit en 1890, « Le Maroc est une nouvelle Égypte, mais il n'y a pas de Moïse. » C'est terrible comme propos, c'est terrible. C'est une description absolue de ce qui s'y passe. Alors l'injustice règne partout, il y a une injustice fiscale, tout le monde paye des impôts, mais les impôts ne vont qu'à l'amélioration des quartiers musulmans, par exemple. Injustice tout court, le travail d'un artisan qui n'est pas payé, l'obligation parfois pour terminer un travail d'enfreindre le Shabbat, ce qui était vraiment dramatique pour ces personnes, etc. On a aussi une administration marocaine qui s'acharne illégalement contre les Juifs. Tout ça baignant sur un fond d'antisémitisme, d'antijudaïsme profond. Je terminerai mon résumé là-dessus. On a de multiples cas d'injustice que je vous ai racontés, à Temnat, à Tanger, à Mogador, à Tétouan. Mais dans le Al-Siba, c'est-à-dire la région du Maroc qui n'est pas soumise à l'autorité du sultan, c'est encore bien pire. Parce que là-bas, on est complètement dépendant d'un caïd, d'un sidi local qui exerce son pouvoir avec une violence extrême. Ensuite, je vous avais parlé de la bastonnade, parce qu'on a tous le souvenir de ce que c'est un coup de bâton. Je vais vous raconter un petit souvenir. Quand j'étais en CE2, ce qu'on appelait la 9e à l'époque, j'avais un excellent professeur, je l'aimais beaucoup, il s'appelait M. Biederman. Mais je ne comprenais pas la division par 2 chiffres. J'étais un âne et puis ça m'a suivi toute ma vie. Mais c'est comme ça. Il m'a appris la division par 2 chiffres en me tapant avec une règle sur les jointures des doigts. Et j'ai eu comme ça 7 fois des coups de règle. Après, je savais faire la division à 2 chiffres, je vous garantis. Mais la pédagogie n'était pas terrible. Mais ça, c'est les souvenirs des coups de bâton. Je vous ai expliqué ce que c'est les coups de bâton qui sont mortels. Et pire parfois encore, c'est qu'ils laissent des gens complètement diminués et qui sont à charge en plus pour leur famille. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave, la bastonnade. Ce n'est pas un geste anodin. Vous savez, aujourd'hui, si on veut comparer avec aujourd'hui, évidemment, notre armée, Dieu merci, est bien armée à tout ce qu'il faut. Mais les pierres qu'on jette sur les routes, elles tuent, ces pierres. Ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des petits cailloux, c'est des pierres qui tuent et elles sont faites pour tuer. Donc, un bâton ou une pierre, c'est très, très dangereux. Il faut le dire, il faut le souligner et c'est ce que nous avions fait la dernière fois. Autre chose, il suffit de 2 témoins musulmans, 2 témoins oculaires, vrais ou faux, pour dire qu'un tel monsieur juif a dit que Allah est Dieu et Mohammed est son prophète, pour le considérer comme musulman. Et ces 2 témoins suffisent pour l'empêcher de faire machine arrière. La condamnation, c'est la peine de mort, c'est le bûcher, brûlé vif. Et je vous avais raconté l'histoire de Solika Chouel, une très jolie jeune fille convoitée par le sultan Moulay Abd al-Rahman, qui l'a fait enlever. Il a trouvé 2 témoins qui ont dit qu'elle était musulmane. Elle a toujours refusé de le reconnaître. Elle l'a rejeté et pour toute grâce, elle a obtenu de ne pas être brûlée vive, mais d'être décapitée. Voilà ce que sont 2 témoins musulmans. Tétouan, toujours dans les injustices entre 1868 et 1870, un bandit qui s'appelle Aïssa, un brigand, raquette, vole les Juifs, leur prend tout, avec une extrême violence. Ça se termine au bout de 2 ans par 40 morts, et ce sont des crimes qui resteront à tout jamais impunis. L'humiliation, l'abaissement, la servitude font partie véritablement de l'économie psychologique et psychique de l'islam à l'encontre de l'infidèle. C'est le moyen de pression psychologique des musulmans contre les juifs. Et on fait en permanence régner la peur, la terreur. Voilà, c'est leur rythme de vie. C'est un système politique tout à fait élaboré.
il faut toujours rappeler aux Juifs qu'il est soumis et qu'il sache qui est son maître. Et cette formulation politique ne date pas vraiment de Mahomet, elle date du 8e siècle du sultan Omar, du calife Omar, pardon, mais elle est littéralement codifiée dans les textes musulmans et fait partie, peut-être pas exactement du corpus du Coran, mais de ces hadiths immédiatement conjointes. Voilà, donc c'est un principe religieux. Cette impunité dont bénéficient les musulmans, obligatoirement, entraîne une multiplication des exactions, des crimes, des vols, des rapts, tout ce que vous voulez, puisque c'est impuni. Max Nordau, un proche de Théodore Herzl, faisait tous les ans au Congrès sioniste un rapport sur l'état du judaïsme mondial, pays par pays. Et à propos du Maroc, il parle du pays avec la situation des Juifs la plus dégradée au monde. Max Nordau, ce n'est pas vraiment un plaisantin. Un directeur de l'Alliance israélite à Tanger écrit « Le Maroc est une terre maudite pour les Juifs ». Écoutez bien, le Maroc est une terre maudite pour les Juifs. Donc voilà, nous en étions là. Et si vous voulez bien, on va continuer un petit peu. Alors, je reviens sur l'arbitraire, autre fléau qui frappe les Juifs au Maroc. En 1880, à Zemmour, obligation est faite aux Juifs d'acheter une cargaison de blé qui est arrivée pourrie dans les entrepôts, humide, pourri, fichu, obligé de l'acheter. En 1886, on est quand même à la fin du 19e, hein, on n'est pas dans l'Antiquité. Un changeur est attiré dans un quartier pour faire une affaire, il est décapité et dépouillé, évidemment, ces assassins ne seront jamais punis. À une autre dimension, 1891 à Mogador, la sublime Essaouira, 200 familles sont expulsées sans aucune raison. Des familles présentes depuis plus d'un siècle dans la ville doivent tout liquider en l'espace d'une semaine. C'est une catastrophe absolue pour ces gens qui perdent tout. Évidemment, quand on sait qu'ils sont obligés de partir, on rachète leurs immeubles pour une bouchée de pain. C'est une bonne affaire pour ceux qui restent et c'est une catastrophe pour ces gens expulsés. En 1911, à Asni, un caïd oblige les Juifs à fournir du bois pour ses propriétés. Il veut du bois pour un montant de 5 000 francs. C'est une somme énorme qu'ils sont absolument incapables de réunir. Et donc, ils sont obligés d'aller couper du bois sous la surveillance de soldats qu'ils sont obligés de rémunérer eux-mêmes. Ils sont obligés de payer leurs gardiens et on les empêche de fuir vers Marrakech, qui n'est pas très très loin, pour qu'ils achètent de faire leur livraison de bois. Si la production journalière n'est pas suffisante, on leur prend leur petit bétail qu'ils ont, quelques chèvres, une vache éventuellement, pour compenser le manque à gagner du caïd. Alors, dans tout ça, il y a aussi parfois des relations personnelles. Des relations personnelles qui sont très protectrices pour les personnes qui en bénéficient. Et tout ceci avec comme arrière-plan un Maroc extrêmement féodal, c'est-à-dire des relations d'intérêt entre un individu et le caïd, le sultan ou le shérif d'une région. Il y a des parrainages, il y a des soumissions, il y a des protections. Et ces différentes situations font qu'il y a des mémoires plurielles des Juifs du Maroc. C'est une partie de la réponse, Ariel. Il y a des mémoires plurielles des Juifs au Maroc qui sont tout à fait contradictoires. Pour les uns, le Maroc, c'est un enfer, pour d'autres, c'était un paradis. Et il faut reconnaître que les deux perceptions sont vraies, sont tout à fait argumentées, s'additionnent l'une à l'autre, mais ne s'annulent pas l'une l'autre. Tout le monde déteste les Juifs, ça c'est le principe de base. Mais chacun a son Juif, ce que les Allemands appelaient, ils allaient très loin puisque c'était tamponné sur les cartes d'identité, le NJ, le Nützlicher Jude, le Juif utile. Donc on ne le touche pas parce qu'il sert à quelque chose. Et bien là c'est un peu pareil, il y a un certain nombre de Juifs utiles
qui sont protégés. C'est toujours très risqué, mais ils sont protégés. Évidemment, ils ont un souvenir très différent du Maroc, qui est juste, qui est absolument exact, mais qui n'est pas antinomique du souvenir de la majorité des Juifs marocains. Hofjude, c'est un peu la même chose. Le Hofjude, c'est pas une appellation nazie. Le Hofjude, c'était le juif de cour. La traduction du juif de cour. Le Nützlicher Jude, c'est une expression typique des nazis. Et ça se transformait par un tampon NJ sur la carte d'identité. Voilà. Alors, 1937, encore beaucoup plus proche de nous, à Tedili, une petite communauté de 250 personnes. On n'aime pas les Juifs, on ne les aime pas, mais ce sont des dhimmis et curieusement, ils sont très liés aux musulmans du village, à telle enseigne qu'il y a des échanges. Les musulmans invitent les Juifs à leur mariage et vice-versa, les Juifs invitent les musulmans à leur mariage. Mais ils sont quand même des dhimmis, mais avec là des relations très apaisées, de connivence, on ne va pas dire d'amitié, c'est un peu exagéré, mais en tout cas de très très bonnes relations. Alors, autre source d'injustice aussi, c'est qu'on ne peut absolument pas protester auprès du roi. Il n'y a rien à faire, et le roi a un pouvoir absolu. S'il pratique une injustice, on ne peut rien faire. Le roi s'appelle le sultan. Le sultan, c'est un terme qui signifie la preuve, le signe du divin sur terre. Donc, c'est un petit peu comme les rois de France, qui sont rois de droit divin. Le sultan est également roi de droit divin, quelque chose d'un petit peu dans cet esprit-là. Et justement, puisqu'on parle du sultan, il faut bien qu'on parle de la bienveillance des sultans à l'égard de leurs sujets juifs. Sujet assez compliqué à débattre, parce qu'il n'est pas tout à fait limpide. En fait, voilà, si on formule cette assertion de cette façon-là, la bonté des sultans à l'égard de leurs sujets juifs, c'est une assertion, c'est un passage obligé de toute l'histoire du Maghreb moderne. Parce qu'effectivement, il y a des accès de bonté qui ne sont pas tout à fait dénués d'intérêt du sultan à l'égard de sa population juive. C'est une bonté superficielle, cette assertion est approximative et masque en réalité des rapports de pouvoir. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est cette affaire-là. Derrière la bienveillance du sultan, il y a l'oppression. Donc, une masse musulmane opprime les juifs, facile à comprendre. Et le sultan, essentiellement, dans un but de rapport, de bons rapports avec les puissances européennes, se présente comme le protecteur des juifs. Mais très souvent, la population applique ce que le sultan aimerait plus ou moins sans pouvoir le faire lui-même, faute de quoi il se met un petit peu les colonisateurs sur le dos, en tout cas une pression des pays européens. Voilà, alors parfois le sultan réagit, effectivement, on a quelqu'un de tout à fait exceptionnel, c'est le sultan Moulay Hassan, qui était un grand homme, à Mogador en 1886, il réprimande publiquement ses officiers qui ont maltraité des Juifs qui venaient lui rendre visite. Donc ça, effectivement, il s'est mouillé. Il s'est mouillé à d'autres reprises, à plusieurs reprises, je vais vous le raconter. Et il dit de ces Juifs, ils sont nos loyaux sujets. Donc voilà, un sultan qui, effectivement, va prendre fait et cause. En 1887, un an plus tard, le même sultan, Moulay Hassan, annule les dettes contractées par les Juifs de Demnat pour reconstruire le Mela qui avait été saccagé. Donc, ils ont été obligés de reconstruire à leurs frais. Il annule tous les prêts qui ont été contractés pour reconstruire le Mela. Seulement, quand le sultan se comporte comme ça ne passe pas inaperçu, ça provoque des haines d'autres musulmans et des jalousies au sein de la population arabe. Ça provoque également la colère des caïds locaux parce que faut se souvenir que
Ces bontés des sultans, je ne parle pas de Moulay Hassan, lui a été vraiment exceptionnel, sont conditionnées par la pression de plus en plus forte des Européens. Et les Européens vont prendre prétexte, je dis bien prendre prétexte, parce que ce n'est vraiment pas leur sujet principal, mais prendront prétexte de la détresse juive pour intervenir au Maroc. Mais en réalité, les caïds ne sont pas contents parce que ces largesses du sultan font qu'eux reçoivent moins d'encaissement d'impôts. Or, les caïds doivent payer aussi les impôts au sultan. Donc, ils en sont un petit peu de leur caisse personnelle au lieu de pouvoir se servir sur le dos des Juifs. Donc, ça ne passe pas très bien. Alors, voilà, ces sultans qui essayent de se concilier la bonne volonté des Européens, ça donne le 27 décembre 1892 une lettre du ministre des Marocains des Affaires étrangères à la communauté juive. Et voilà ce qu'il écrit. « Sa Majesté ordonne que vous m'écriviez pour me faire part de tout ce qui vous arrive et le lui transmettre. » Il n'est pas certain que la courroie de transmission ait toujours bien fonctionné. Ça, c'est le blocage administratif ou le blocage d'autres personnes de pouvoir au Maroc qui n'ont pas la même optique que le sultan. Le 15 janvier 1894, le sultan est de passage à Marrakech et il annonce officiellement « Aucun acte arbitraire ne sera plus commis contre vous ». C'est très bien, ce sont de très belles déclarations d'intention. Elles sont souvent sincères, pas toujours, mais pas tellement suivies des faits. Nous allons voir ça assez rapidement. L'Alliance israélite intervient de plus en plus et ça inquiète le Maroc. L'Alliance israélite, ce sont quand même des gens puissants, notamment en France, qui ont l'oreille du pouvoir et qui ont des entrées au pouvoir. Et le Maroc est assez inquiet des rapports de l'Alliance israélite. Moulay Hafid informe ainsi Narcisse Leven, un des grands patrons, des membres du directoire de l'Alliance israélite. Il informe en 1908 de la protection des Juifs et qu'ils peuvent faire aujourd'hui tout ce qui leur était interdit. Donc voilà encore une déclaration d'intention du sultan, sincère plus ou moins, en tout cas très intéressé, ça c'est certain, et qui s'engage à protéger les Juifs. Ce qui ne l'empêche pas, par la suite, d'interdire à plusieurs reprises la bastonnade. Or, quand on rediffuse un édit pour interdire quelque chose, ça veut dire que l'interdit précédent n'a pas été honoré, n'a pas été respecté. Or, à plusieurs reprises, on interdit la bastonnade, c'est-à-dire que la protection du sultan peut être sincère, mais ses sous-fifres, son armée, ses officiers, ne la pratiquent pas d'une façon très, très absolue. Et donc, ils se sont obligés de réitérer à plusieurs reprises l'interdiction de la bastonnade. C'est vraiment la preuve de l'inefficacité du sultan. Et nous allons voir tout de suite qu'il y a deux périodes. Tout le monde sait qu'il faut négocier avec les caïds locaux. C'est eux qui détiennent le pouvoir malgré les ordres du sultan. Il n'a pas la force nécessaire pour imposer ses firmanes. Et nous avons deux périodes distinctes au Maroc, entre le XVIe et le XVIIe siècle, où on a un Maksen, donc la zone d'autorité du sultan, qui est fort, qui est puissant, et donc il n'est pas question d'enfermer les Juifs dans des mélars, bien qu'il y en ait déjà. Mais ce sont des mélars de protection et il n'y a aucune obligation pour les Juifs d'y être parce que le sultan assure l'autorité. Effectivement, la situation va considérablement changer au XIXe et au XXe siècle où les sultans sont infiniment plus faibles et par conséquent, on ouvre de nombreux nouveaux mélars qui sont là, pour le coup, synonymes d'une protection nécessaire, mais aussi synonymes du développement de la misère. En fait, on a donc dans le Maroc, depuis l'origine jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe, des situations pas très sympathiques, mais supportables. C'est le XIXe et le XXe qui deviendront tout à fait dramatiques. Et ça, c'est la période la plus contemporaine, la plus récente. Quelqu'un m'a soulevé la semaine dernière, ou il y a 15 jours,
m'a envoyé un petit message en me disant « Tu n'as pas donné autant de détails sur la situation des Juifs en Pologne quand tu as parlé de la Pologne. » C'est vrai, mais simplement, on n'a pas beaucoup de détails sur la situation des Juifs au Maroc jusqu'au 18e, 19e. C'est à partir de là qu'on a vraiment des récits, des comptes rendus, des voyageurs qui rapportent et qui écrivent ce qu'ils ont vu. Auparavant, on sait quelques éléments, notamment par des lettres de rabbins, par des shélotes, par différentes sources, mais ce n'est pas excessivement détaillé. Il en va de même en Pologne. J'ai arrêté l'histoire de la Pologne en 1648, c'était pour répondre à cette personne. 1648, ce sont les massacres de Chmielnicki. C'est à partir de là que les choses sont extrêmement documentées. Auparavant, on sait pas mal de choses par les écrits de rabbins, par quelques récits, mais c'est quand même assez lacunaire, on n'a pas autant de détails. L'histoire que je vous raconte du Maroc, notamment du Ménin, c'est le 19e, le 20e, 18e. On a beaucoup d'éléments, beaucoup de témoins, beaucoup de témoignages, beaucoup de récits de juifs, mais aussi de non-juifs, de prêtres, de gens qui ont essayé d'évangéliser aussi, de moines. Donc, c'est documenté. Auparavant, ça l'est quand même sensiblement moins. Alors, je vous parlais d'ouverture de Mela, il s'en ouvre à Rabat, Marrakech, Salé, Tétouan, Demnat, etc. La bienveillance du sultan, c'est une chose, mais ça n'est pas forcément une garantie de protection des droits des individus inférieurs entre guillemets évidemment. Je parle des gens pauvres, des petites gens. Il n'y a aucune garantie de protection contre les violences, c'est-à-dire cette bienveillance, elle existe, elle s'affiche, et elle affaiblit et l'humilie aussi. C'est le corollaire, c'est le statut de dhimmi, toujours, statut de protégé, mais humilié, diminué. Autre chose qui se passe dans ce Maroc du 19e, c'est les luttes de clans. Et les luttes de clans sont toujours dangereuses pour les Mellahs, parce que ce sont les Juifs qui prennent des coups à chaque fois, et ça a comme conséquence que les Juifs partent, déménagent, selon le vent politique, selon comment le vent tourne. On part de Fès à Rabat, puis après on va partir de Rabat à Meknes, etc., au gré du vent politique qui tourne entre les différents clans qui s'affrontent. À chaque trouble dans la société civile marocaine, il y a des risques importants pour le Mellah. Le chaos s'installe au Maroc en 1894. Là, maintenant, je vous parle de chaos et non pas de troubles locaux, momentanés ou passagers. On parle de chaos avec la mort du sultan Hassan Ier de 1894 jusqu'à l'établissement du protectorat français en 1912. On a là donc 18 années extrêmement dangereuses pour les communautés juives et qui vont nous amener beaucoup de violence jusqu'à des pogroms à Oujda, à Kaza en 1908, à Fès en 1912. Beaucoup de Juifs veulent partir, mais pour partir, il faut une autorisation. Et pour avoir une autorisation, il faut payer. Et on n'en a pas les moyens. Donc, même quand on peut payer, souvent l'autorisation est refusée, comme ce fut le cas par exemple à Marrakech en 1907. Une autre ville, Debdou, qui est dans le centre du Maroc, a particulièrement souffert de ces luttes de clans. Il y a eu des meurtres, des pillages, la synagogue a été saccagée, les tombes ont été profanées et les femmes ont été vendues. Toutes les révoltes de tribus, de clans, sont synonymes de difficultés pour les Juifs. Là, il y a quelqu'un qui écrit « Quand deux tribus étaient en rivalité pour un puits, ils envoyaient les Juifs pour puiser. Évidemment, ils prenaient les coups à la place des chefs du clan. » Voilà. Chaque changement de sultan également est extrêmement dangereux, notamment pour les gens qui sont bien en cours. Changement de cours, changement de juifs du sultan, de protégés, de proches du sultan, et c'est ce que disait un rabbin au 19e siècle, prier pour ces juifs qui sont proches du sultan, parce qu'ils ne mourront pas dans leur lit,
Ben voilà, ça, c'en est l'illustration à chaque changement de sultan. En 1894, Moulay Aziz dévaste Demnat. Les femmes sont violées ou vendues comme esclaves. Et jusqu'au directeur de l'Alliance israélite, il ne faut pas oublier que c'est un citoyen français, il est juif, mais il est français, il s'appelle Conqui, et qui dit qu'il est paniqué par la situation à Demnat, lui-même est en très grand danger. Et alors, les Européens, ils avancent, ils continuent d'avancer. Et les avances des Européens se traduisent par des actes de vengeance de la population plus faible contre la population plus faible, c'est-à-dire les Juifs. En fait, les Juifs voyaient d'un bon œil arriver les Occidentaux. Et donc, on les considérait plus ou moins comme des traîtres, et chaque défaillance des Marocains se traduisait par des gestes de violence contre les Juifs. Vol, viol, dévastation de Mela, à Casa en 1908, à Debdou en 1911, Fès 1912, j'y reviendrai. 1897, retour de la bastonnade, la terreur des Juifs, qui avait été abolie par un firman en 1864. 500, 700, 1000 coups sur le dos, les jambes, les pieds, la plante des pieds, qui laisse ces pauvres personnes mortes ou alors estropiées à vie. En 1923, c'est pendant la période du protectorat, et vous allez voir là se dessiner une attitude ambiguë des protecteurs français. David Ben Baham Biton de Marrakech est soupçonné de vol. Avant qu'il y ait une quelconque enquête, un quelconque procès, il reçoit 400 coups de corde. Alors, des coups de corde, c'est comme des coups de bâton, c'est la même chose. Avant l'enquête, il est laissé mourant. Il y a nombre de témoignages de bastonnade dans le premier quart du XXe siècle, entre 1900 et 1930. Beaucoup de protestations, mais malgré le protectorat, en 1937 à Demnat, Meir Kadosh, 1937, on est au-delà du premier quart du XXe, on est dans le premier tiers. Meir Kadosh reçoit 300 coups de corde et est emprisonné pendant 2 mois. La peur, la terreur et ce système d'oppression qui prévaut dans tout le Maroc et qui terrorise les communautés juives. On a peur de beaucoup de choses. On a peur de la prison, où les Juifs sont maltraités par les autres détenus musulmans. Évidemment, ils sont supérieurs, hein, c'est quand même des dhimmis. Les deux sont en prison, mais moi, je suis mieux. Donc, maltraités par les autres détenus. On a peur de la police qui viole impunément les femmes juives. On a peur de la police qui extorque de l'argent pour supprimer de fausses accusations. Donc, on porte une accusation et contre un bakchiche, on obtient la suppression de l'accusation. On a peur des gardiens de prison qui extorquent de l'argent pour pouvoir recevoir un peu à manger ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Le bakchiche est quelque chose d'omniprésent. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas un pot de vin parce que le vin est interdit par l'islam, donc ça s'appelle un bakchiche. Voilà. Alors, il est omniprésent, c'est un système de gestion et il résout presque tous les problèmes. La prison, la justice, les différents commerciaux, la bastonnade peuvent être solutionnés par le bakchiche. Oui, mais le juif pauvre, il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer de bakchiche. Et donc, il n'a aucune protection possible. Il ne peut pas payer et il est donc systématiquement condamné. Toutes les consciences au Maroc s'achètent, moyennant un bakchiche. Voilà. Et il semble qu'en 1945, on se rapproche de la période contemporaine, il y a eu une évolution, mais c'est un peu un faux semblant. En 1949, Sylvain Kahn Debré, c'est probablement un ancêtre des Debré, il est président du Congrès juif mondial et il écrit « Un des grands griefs que nous faisons contre la justice marocaine est qu'elle est rendue par des caïds et des pachas
obligés du sultan, donc de redevables au sultan, et qui sont une grande source de revenus pour celui-ci. Donc, pour payer leur contribution à la cour du sultan, ces caïds multiplient les procès contre les Juifs pour leur extorquer un maximum de fonds de bakshish. Voilà. En 1951, on se rapproche encore, quelqu'un que j'ai déjà cité plusieurs fois, Jacques Lazarus du Congrès juif mondial, expose la situation du judaïsme marocain. Il dit que rien n'a changé depuis 1912, année du protectorat. On est là 40 ans plus tard. La vénalité absolue de la justice. Les magistrats n'en sont pas. Il n'y a aucune garantie pour les inculpés. Innocents, enfants sont en prison selon le bon plaisir du juge. Il faut graisser la patte à tous les échelons. Il n'y a pas de code de justice. Il faut un code de justice au Maroc et des magistrats professionnels. Donc voilà, on a une justice qui n'est sensible qu'au bakshish et qui n'a aucune compétence juridique et qui n'a pas non plus de code de loi sur lequel s'appuyer, sinon les principes du Coran. Voilà. Le grand rabbin Joseph El-Maleh écrit « La vie d'un juif a la valeur d'un oignon ». C'est terrible comme propos, terrible. La vie d'un juif a la valeur d'un oignon. L'impunité, ce que je vous ai déjà dit, encourage la violence. Alors, en 1912, l'Alliance israélite universelle a une idée, c'est que les Juifs passent sous la juridiction française. C'est une requête des Juifs marocains eux-mêmes. Seulement, ça ne va pas marcher, parce qu'évidemment, la justice du sultan et des caïds s'y oppose catégoriquement, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus d'ascendant sur les Juifs. Mais puis vous dire, voilà des citoyens de seconde zone, mais citoyens marocains, qui demandent de passer sous la juridiction française. Ça vous fait penser à quelque chose, ce n'est pas l'objet ce soir, le décret Crémieux, qui aura beaucoup de conséquences, mais ça, c'est un autre chapitre, ce n'est pas pour maintenant. Voilà, alors, l'arbitraire dont je vous parle est aussi pratiqué par le chef des Juifs, le chef de la communauté juive. Alors ça, c'est un personnage pas très sympathique. Il est responsable de la justice et de la police du Mélar et il amène les gens qui se plaignent de l'injustice qui règne, il les amène devant le caïd. Évidemment, s'ils viennent devant le caïd, ils sont soumis à la justice du caïd, vous savez ce que ça signifie. Sauf s'il le rétribue en argent ou en pain de sucre. Ça se passe à Demnat en 1937. C'est quand même relativement récent. Voilà un personnage pas très sympathique qui se fait bakshicher, ou qui, lui, reçoit des pots de vin, en l'occurrence, pour éviter aux Juifs un procès. Autre chose qui crée la terreur parmi les Juifs, c'est les rumeurs, et il y a beaucoup de rumeurs. Fondées ou non, elles sont un facteur de panique absolue, tout comme à Marrakech en 1912, où il y a une rumeur infondée d'expulsion des Juifs, à Rabat en 1907, où il y a une rumeur infondée, là aussi, de violence à Casablanca. Finalement, pas mal de Juifs finiront par émigrer vers le Brésil ou vers Israël. Alors, autre chose, c'est cette précarité. Tout ça, c'est la même toile de fond. L'idée est courante chez les Juifs que vivre n'est pas un droit naturel. Je parle des Juifs en terre d'islam. C'est une faveur qui est octroyée par le maître. Et donc, cette faveur, ce droit à vivre à un prix qui est normal. Cette précarité physique, cette précarité de la vie nourrit également une précarité psychique fondamentale, une paralysie, une impossibilité de progresser. C'est peut-être aussi le fait qu'on considère cette situation comme normale qui fait que nos frères juifs des terres d'islam ont évacué totalement de leur mémoire, pas tous évidemment, mais pas mal d'entre eux, surtout du Maroc,
ont évacué ces souvenirs terribles, parce que c'était la normalité. Or, tout ce qu'ils ont subi n'était pas normal, à aucun moment. C'est peut-être la différence avec les Juifs de Russie ou de Pologne, qui n'ont jamais considéré comme normale la situation qui leur était faite. Il y a moins d'abandon à l'histoire, de remise à l'histoire qu'en terre d'islam. Voilà. C'est peut-être une explication, elle n'est certainement pas exhaustive et pas suffisante, mais elle explique une véritable paralysie. Maintenant, les violences contre les chrétiens sont encore pires que celles contre les juifs, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Mais il arrive qu'on confonde un juif avec un chrétien. Et par exemple, à Fès, en 1900, on a un juif vêtu à l'occidental, il est à cheval, on le prend pour un chrétien, il est battu, le crâne défoncé et brûlé. Le sort des chrétiens est encore pire, sauf encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. De mai 1880 à janvier 1881, ce n'est pas beaucoup, c'est 6 mois, 14 juifs sont assassinés au Maroc, soit 12% du total des assassinats au Maroc pendant cette période, pour une population qui représente 2,5% de la population totale. Vous voyez que les meurtres de juifs sont beaucoup plus nombreux. La police n'agit pas beaucoup ou avec beaucoup de lenteur. Et il est intéressant aussi de noter que plus tard, le pouvoir colonial, donc essentiellement les Français, tentera de ne pas mécontenter la majorité musulmane. Ni, et je souligne bien, écoutez bien, on est là, sous le protectorat français, qui est venu pour protéger les Juifs, tout le monde le sait, n'est-ce pas? On est là sous le protectorat français, qui, à un certain moment, va tourner kazakh, très rapidement d'ailleurs, pour ne pas contenter la majorité musulmane, ni heurter l'antisémitisme des colons européens installés au Maroc. Et là, je vous prie de bien le relever. D'ailleurs, on avait déjà parlé d'une école française qui refusait d'enregistrer des enfants juifs. Nous en avions déjà parlé. Du coup, il y a un silence total chez les autorités françaises sur l'antijudaïsme arabe. Ne suivez pas mon regard contemporain. On a des choses un peu similaires, je crois, de nos jours, notamment en France. Alors encore quelques données. On craint beaucoup le pillage du Mellah, nous l'avons vu, à Casa en 1907, pour se venger de l'arrivée des Français, parce que ça leur pèse aux Marocains, on dévaste le Mellah. Tout est pillé, les portes, les fenêtres, les biens, l'argenterie, la synagogue, le mobilier de l'Alliance israélite, qui est protégé, ce sont des Français. La Torah et des livres de prière sont brûlés, un véritable cataclysme. Idem à Fès, 1912, encore une fois, j'y reviendrai. On craint aussi l'enlèvement contre une rançon, couramment pratiquée, dans un Maroc qui est encore à l'époque esclavagiste. Alors, souvent, ces enlèvements sont assortis d'une conversion forcée. On rapte les femmes, les jeunes filles, mais aussi des pères de famille. En 1890, on vend encore des Juifs comme esclaves. C'est pas très loin, 1890. Plus le monde arabe se sent envahi, dominé par les Européens et colonisé, plus la situation des Juifs se dégrade. Parce qu'ils voient arriver ces Européens, encore une fois, avec beaucoup de soulagement, et donc on se retourne contre eux. De 1864 à 1880, 16 ans, 307 Juifs sont assassinés au Maroc. 307 Juifs. Les conversions forcées se poursuivent jusqu'en 1930 au Maroc, jusqu'en 1945 au Yémen. Et rien à faire, le monde de l'islam est un monde fanatique, guidé par ses traditions, et c'est particulièrement vrai encore plus vrai dans le monde chiite, mais ça, on l'étudiera plus tard.
il y existe des centaines de pages de rapports de l'Alliance israélite qui font état d'une litanie d'actes de sadisme entre 1862 et 1912. En 1877, à l'Arrache, 7 Juifs sont assassinés puis brûlés à partir d'une rumeur, 7 Juifs assassinés. Et tout ça se passe discrètement, ce qui fait qu'ils laissent des femmes qui sont agounotes. Elles ne savent pas où sont leurs maris et sont donc dans l'incapacité de se remarier. Il y a beaucoup de chroniques de Juifs marocains ou également d'observateurs étrangers qui parlent de cruauté, de plaisir à faire souffrir un Juif malheureux. C'est ça ce qui est absolument terrible. Parfois ou souvent, ce sont des gestes gratuits. C'est du pur sadisme. Ce n'est même pas une vengeance, c'est montrer son autorité en écrasant, en maltraitant les Juifs pour le seul plaisir de les maltraiter. Sir John Drummond, consul anglais au Maroc, écrit « Les sentiments fanatiques des Mahométans, leur ignorance, leur vénalité et leur cruauté sont directement appliqués par les gouverneurs. » Un directeur de l'Alliance israélite écrit « La population arabe de Mogador est arriérée et fanatique » 1892. Casablanca, 1903. L'arabe marocain est plongé dans une profonde ignorance et animé d'un fanatisme exemplaire. Les délégués de l'Alliance israélite s'alarment de cette situation, évidemment, mais ils vont faire une erreur de prospective tout à fait caractéristique que, d'ailleurs, notre époque contemporaine va contredire. Voilà ce que disent les directeurs de l'Alliance. Ils pensent que les Lumières vont progressivement contrecarrer le fanatisme musulman et ils en veulent pour preuve, d'ailleurs, la révolution jeune turque de 1908, qui est une révolution précurseur avec un « E » à la fin. Alors, vous savez que ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ils pensent que cette révolution contraindra les musulmans à renoncer à leur ambition de propager l'islam à la terre entière, mais ils disent quand même, dans le même texte, que le ressentiment des Arabes va s'exacerber au fur et à mesure de la progression des Lumières. C'est effectivement ce qui va se passer. Effectivement, au fur et à mesure que la civilisation occidentale va pénétrer le monde de l'islam, l'islam va se raidir, va se braquer, va se cabrer, et ça va se traduire par ce que nous connaissons aujourd'hui. J'ai eu en main, je vous raconterai ça la prochaine fois, une lettre écrite, un texte écrit en 1956 par André Malraux, et qui est vraiment prémonitoire. Il dit en 56, assez ancien, il dit ce qui va se passer et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'islam, notamment les dérives ultra-fanatiques de gens comme Lehi, etc. Malraux en 56. Je vous lirai cette lettre, elle est assez courte, mais elle est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on dit encore? L'adoption dans l'Empire ottoman d'une constitution protégeant les Juifs contre l'arbitraire et la malveillance des musulmans a exaspéré ces derniers. Alors, voilà ce que dit Georges Bensoussan. Ce sont ses propos. L'adoption par l'Empire ottoman d'une constitution protégeant les Juifs va exaspérer la malveillance des musulmans. Et c'est la première fois, et ça c'est intéressant, bien avant l'apparition du mouvement sioniste, qu'on met en lumière un des moteurs de la violence anti-juive dans le monde arabe. En réalité, ce qu'on nous dit là, c'est que l'arrivée dans le monde musulman des valeurs des Lumières, de l'Occident éclairé, on va le mettre entre guillemets quand même, il ne l'a pas toujours été, on l'a vu en 39-45, mais quand même, des progrès des droits de l'homme vont braquer le monde musulman, et comme les Juifs, qui sentent quand même qu'ils ne sont pas dans une situation très sympathique, risquent pas vraiment grand-chose à se mettre sous la coupe de ces Lumières,
et qu'ils accueillent favorablement les Occidentaux, la haine arabe va se retourner contre les Juifs. Rien à voir avec le sionisme, absolument rien. Ça a strictement à voir avec les valeurs occidentales qu'on cherche à implanter dans le monde de l'islam. Et cette frustration trouvera son point d'ordre avec l'établissement du protectorat au Maroc en avril 1912 à Fès. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à tout terminer ce soir, mais on va avancer un petit peu quand même, on va voir où on arrive. Le pogrom de Fès, qu'on appelle le Tritel, il a profondément marqué la mémoire des Juifs marocains. Il est directement lié à l'arrivée des Français. Il marque l'acmé de la violence au Maroc. Et nous explique M. El Maleh, qui était le directeur de l'Alliance israélite à Fès à l'époque, dans une lettre du 22 avril 1912, nous avons été les victimes expiatoires et innocentes du mouvement anti-français. C'est exactement l'illustration de ce que je vous ai dit avant. L'existence juive est moins un objet de haine qu'un défouloir pour la violence arabe. C'est l'une des fonctions clés de la dimitude du juif, spécifiquement au Maroc et au Yémen. Le pillage du Mela s'accompagne d'enlèvements de femmes et de filles violées ou rendues contre rançon. Je ne parle pas des blessés par balle ou à l'arme blanche et des enfants égorgés. Ce pillage des Mélas, là aussi, il y a des choses pas très jolies. Il fait la fortune d'un certain nombre de profiteurs collatéraux, des receleurs, y compris des Juifs. C'est malheureux, mais il faut le dire. Alors, qui sont motivés, selon un professeur de l'Alliance israélite, par la faim, par la nécessité, par l'ignorance, par aussi une dégradation morale qui est le résultat de cette vie extrêmement difficile. Mais donc ça, c'est encore une explication, même si ce n'est pas une excuse pour ces receleurs marocains. Là où c'est plus grave, c'est quand ces vols font la fortune d'Européens, dont notamment de très grandes maisons d'importation et de commerce international qui achètent sciemment des objets volés, notamment des objets de valeur, et sont donc coupables de recel. Il s'agit là d'occidentaux, de gens qui, soi-disant, sont mus par les Lumières et qui n'hésitent pas à receler des objets de valeur et faire fortune sur le dos des pogroms, des Mélas et des dévastations des Mélas du Maroc. C'est une accusation grave, elle est réelle, et ça nous dit quand même un petit peu l'attitude, le comportement des Européens au Maroc. Quelques prédateurs juifs aussi se sont enrichis. Ce que je vous ai dit avant, ça ne contredit absolument pas le fait que la communauté juive se retrouve démunie de tout. Alors, ce pogrom de Fès, la répression des troupes françaises sera féroce parce qu'il ne faut pas laisser le mal se développer. Les violences à Fès auront fait 51 morts et 72 blessés chez les Juifs, un tiers du Méla est détruit, 63 morts et 72 blessés dans la troupe qui mate les émeutiers et plus de 1000 morts chez les émeutiers. Après une répression des troupes françaises absolument féroce, qui veulent un châtiment rapide, car c'est le bras armé du mouvement colonial, du pouvoir colonial récent, et il s'agit là d'imposer sa crédibilité comme puissance occupante. Le propos, à ce moment-là, des troupes françaises n'est absolument pas la protection du Méla ou la protection des Juifs. Il s'agit bien, dans cette répression, de protéger et de développer la crédibilité de la puissance occupante en terre d'islam. Alors, après le pillage, il y a des problèmes immenses à résoudre, évidemment, et on a le spectacle d'un flot de personnes en haillons, hommes, femmes, enfants, qui fuient le désastre, qui pleurent
des souffrances et des privations, évidemment. Le Mela est comme ravagé par un ouragan. Il y a des patrouilles de soldats qui sont tout à fait inutiles et indifférentes. Ce sont des descriptions de M. El Maleh, mais j'y reviendrai encore. On a des hommes qui sont des spectres, les cheveux hirsutes, vêtus de sacs sales, pieds nus, couverts de boue et émaciés, des femmes totalement amaigries, et je prends les propos de M. El Maleh, donnant une mamelle sèche à une marmaille grouillante. C'est une terrible image. Il y a beaucoup d'autres récits sur des pogroms, et c'est d'ailleurs une raison qui motive d'autant plus les Juifs d'Occident de s'intéresser au sort des Juifs d'Orient. Si vous me laissez 10 minutes, je vous raconte le déroulement du pogrom de Fès. Alors, pourquoi je veux faire ça? Parce qu'un pogrom, c'est un pogrom. C'est comme les coups de bâton. Un coup de bâton, c'est un coup de bâton. Bon, les pogroms, il y en a eu des quantités. En Pologne, en Russie, il y en a eu en France, il y en a eu dans beaucoup de pays arabes. C'est un thème générique assez anonyme. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre ce que ça veut dire un pogrom, et que ce soit celui de Fès ou celui de n'importe quel pogrom en Pologne, les situations sont tout à fait comparables. Donc, je vais vous le raconter. Je ne vous raconte pas les pires des choses, mais je vais vous raconter un petit peu. Ça se passe en avril 1912 et ça commence le mercredi 17 avril dans l'après-midi. On a le rapport précis de ce pogrom grâce à M. El Maleh, encore une fois, le directeur de l'Alliance israélite. Le vendredi précédent, nous sommes là mercredi, le vendredi précédent, les Français, les soldats français, qui sont certains qu'on produit des armes à Fès pour les tribus berbères, font une descente dans le Mela pour ramasser des armes. Et il y a un peu d'armes, c'est vrai, pas beaucoup, mais ils font quelque chose de terrible, ils promettent une prime de 50 francs à tout délateur qui dénonce un juif qui aurait des armes. Et alors, les soldats marocains, pour toucher cette prime, vont aller déposer des cartouches, un revolver, un fusil dans différentes boutiques et aller dénoncer ces gens aux troupes françaises. Alors, les Français arrivent, on arrête des Juifs, ils sont terrorisés et de fait, il n'y a plus d'armes dans le Mela de Fès. Il reste en tout et pour tout, pour 400 personnes, 5 fusils. Pas très moderne, je vous assure. En fait, ces officiers français sont coupables de crimes par leur incitation. Et la première victime est un boutiquier qui est arrêté. On fouille dans les maisons des Juifs. À l'occasion, on viole aussi, comme ça, en passant. Les dames qui m'écoutent comprennent bien mieux que nous, les hommes, ce qu'un viol signifie de destruction intime, personnelle, définitive pour une femme. Mais on passe ça comme ça. C'est une arme de guerre, le viol, dans tous les pays du monde. À l'Est, à l'Ouest, en Occident, dans les pays de l'Est, en Amérique du Sud ou dans les pays musulmans, le viol de mémoire d'homme est une arme de guerre. Alors là, pour le moment, il ne s'agit que de perquisition. Nous sommes le vendredi. Illégal, parce qu'il n'y a aucune décision de justice permettant de faire ces perquisitions. Opéré sur ordre des troupes françaises sans la présence d'aucun gradé. Le boutiquier est emmené à la caserne, il est bastonné sur ordre d'un officier français, alors que la bastonnade est interdite par le sultan et évidemment également par les lois françaises. Sur ordre d'un officier français, il est bastonné. Retenez bien. Il est gravement blessé et évidemment blessé comme il l'est. Il avoue tout ce qu'on veut lui faire avouer et voilà. Ça provoque une terrible émotion dans le Mela et il y a un risque d'émeute.
M. Amram El-Maleh, le directeur de l'école de l'Alliance, demande au préfet Regnault. Préfet Regnault, c'est un Français. Il demande une enquête et des sanctions. Et Regnault, il ignore complètement la demande de M. El-Maleh, jusqu'à ce que celui-ci le menace de saisir l'opinion publique française et les journaux français. Ah, alors là, ça réagit. Là-dessus, un député à la Chambre française, Jacques Duménil, qui est indigné par l'attitude des militaires, saisira la Chambre des députés. Ensuite, M. El-Maleh raconte les pillages et les massacres. Le sac du Mela par les troupes chérifiennes, qui se... Excusez-moi un instant. Le sac du Mela par les troupes du sultan, qui se sont mutinées, et ce sac commence le mercredi après-midi vers 17h. Les instructeurs des troupes chérifiennes, qui sont des Français, ont été massacrés par la troupe, et 5000 soldats armés marchent sur le Mela, mais pas que sur le Mela, ils marchent aussi sur le quartier européen, parce qu'on met tout le monde dans le même sac, les Européens évidemment, et les Juifs qui accueillent les Européens. On ferme les portes du Mela, mais les Juifs ne sont pas armés. Ils se réfugient dans les écoles, et comme je vous l'ai dit avant, il y a 5 fusils pour 400 réfugiés. Les pillards de Mela commencent un véritable massacre. El-Maleh envoie un message à l'armée française qui est stationnée à 2 km, ce n'est pas très loin, 2 km, demandant du secours. Mais le messager n'arrive pas. Alors, on ne sait pas, ou il a été tué en cours de route par des mutins, ou alors l'armée française n'a pas réagi. Je ne veux pas prendre parti, on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que l'armée n'arrive pas. Donc, l'espoir dans les troupes françaises s'affaiblit, d'autant que ces troupes sont terriblement dégarnies. Il y a 800 hommes qui ont été envoyés pour défendre l'ambassade à Fès, et ces 800 hommes passent devant le Mela, on est en train de massacrer, sans s'arrêter. On continue droit vers l'ambassade qui se situe à 2 km. Le pillage dure du mercredi après-midi jusqu'au Shabbat matin, donc 2 jours et demi. Le jeudi matin, devant la situation, M. El-Maleh emmène sa famille et incite tout le monde à venir avec lui se réfugier dans le jardin jouxtant le palais du sultan. En fait, c'est le zoo du sultan, juste à côté du palais. Donc, ils y vont, ils y restent toute la journée, traqués, alors ils se cachent dans des bosquets. C'est l'horreur absolue, rien à boire, rien à manger. Les femmes crient, les enfants sont terrorisés. Vous imaginez cette terreur qui accompagne ces gens pendant 3 jours. Une terreur. Vers le soir, le sultan, ému, je mets un point d'interrogation ou un point d'exclamation, ouvre les portes du palais qu'il avait refusé d'ouvrir pendant toute la journée. Donc, ces gens étaient traqués dans ce jardin et le sultan a laissé les portes du palais fermées. Aucune protection. Mais ils pouvaient se cacher un petit peu. Bon, ceux qui se sont cachés ont réussi à s'en sortir. Il ouvre les portes du palais et 2000 Juifs se réfugient dans les différentes cours du palais et dit M. El-Maleh, ma famille également, qui va se réfugier. Ils passent la nuit dans les cours du palais, sous la pluie, il y a des malades, ils sont affamés, ils n'ont toujours rien mangé, ils n'ont rien mangé depuis mercredi matin et ne reçoivent un morceau de pain dans la grande générosité du sultan que le vendredi matin. Mercredi, jeudi, 2 jours, ils ont fait Kippour avant l'heure. Ce même vendredi matin, le sultan fait chercher M. El-Maleh et sa famille et les installe dans une maison. C'est quand même le directeur de l'Alliance israélite, et c'est un Français.
Ce n'est pas un juif marocain. Et puis après, le sultan va faire distribuer des vivres un peu à tout le monde. Voilà un télégramme de l'Alliance israélite que El Maleh envoie. Mela pillé durant 3 jours, ruine complète, irréparable, nombreux morts et blessés, population juive recueillie par sultan au palais, remercier, c'est une injonction, le sultan par télégramme, envoyer secours d'urgence, signé Amram El Maleh. Alors, 2 médecins français sont envoyés par le consul Regnault, qui n'avait absolument pas réagi à la demande d'aide de M. El Maleh. Il y a beaucoup de blessés qui mourront évidemment. Les Juifs vont rester quand même dans la cour du palais, sont nourris par l'ambassade de France, car voilà, elle se réveille, mais sans abri, sans vêtements, couchés sur la terre battue ou s'abritant dans la cage aux lions qu'on a enfermés dans des cages plus petites. Il y a de la fièvre, il y a de la dysenterie, toutes sortes de maladies, vous imaginez la situation. Premier bilan, 1/3 du Mela détruit par l'incendie. La population est encore au palais. Toujours El Maleh qui écrit, 50 morts, 84 blessés. L'ambassade de France donne des vivres et des médecins. Écoutez bien, la population musulmane ouvre une souscription en faveur des victimes juives. C'est intéressant, alors qu'on a vu ces musulmans tellement haineux, et là, il y a un geste d'humanité à la fin du sac du Mela de Fès. Je ne sais pas quel a été le résultat de cette collecte, mais en tout cas, la bonne intention était là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Des façades de maisons éventrées, les maisons effondrées sur les ruelles, des débris de meubles, des débris de toutes sortes, et il y aura évidemment des morts sous les décombres. Rien ne reste de l'école. M. El Maleh écrit « Ma propre maison, il est le seul Français habitant au Mela, sera spécialement dévastée. » Alors, il fait visiter au consul Regnault pour qu'il se rende compte de la situation. Et une commission, j'ai bientôt fini, hein, je vous rassure, une commission est constituée par le sultan pour aider les Juifs. D'abord, il faut évacuer les débris des ruelles, évidemment. Le travail sera fait par des Juifs qui sont payés et avec l'aide des soldats français. Il faut constituer des dépôts de vivres pour assurer la distribution d'alimentation à la population. Et puis, dans le rapport de M. El Maleh, suit toute une description de la remise en route du quartier. Je ne vous le raconte pas, vous pouvez imaginer ce que c'est. Ce que je voulais surtout vous faire toucher du doigt, c'est cette terrible terreur qui s'abat sur toute une population pendant plusieurs jours et les formidables exactions commises contre ces populations. Les combats contre la France reprennent entre les Marocains et les Français les 25 et 26 avril. Et les Juifs restent au Mela, ils ne sortent pas du Mela, ils ont peur des menaces. Mais entre-temps, on a installé une nouvelle porte, une double porte, et 60 tirailleurs français sont stationnés dans le Mela, donc pour le protéger. Les Juifs sont toujours sans armes. Tout peut arriver. On ne sait pas. La situation des Juifs est évidemment encore très difficile et plus grave encore parce qu'il y a un siège de Fès par les troupes marocaines. La Médina est fermée, pas de boutique ouverte, donc pas de travail, donc pas de salaire, et la misère s'accentue. C'est-à-dire la misère entraîne la misère, c'est une véritable descente aux enfers. Et écrit M. El Maleh, il me reste 10 tonnes de riz, ça n'est pas beaucoup, 10 tonnes de riz. Alors, le maréchal Lyautey est averti. Lyautey, c'est un nom que vous connaissez, et il intervient vraiment pour soulager la situation des Juifs. Et il fait un rapport officiel à l'armée, et il y a un autre rapport qui est rédigé par El Maleh. Les Marocains ont accompli ce jour un forfait tellement infâme que les Juifs du Mela en garderont le souvenir à jamais. Assassinat, viol, pillage sur une communauté totalement désarmée quelques jours avant par les autorités françaises et marocaines. Ce qui prouve
la préméditation et non un acte spontané. Des assassinats de femmes et d'enfants, de vieillards, mais surtout des viols devant les parents, avec une sauvagerie sans borne. Il en est résulté beaucoup de femmes et de filles qui sont mortes, d'autres qui ont des blessures tellement graves que malgré les soins des médecins, elles auront des séquelles toute leur vie. Vous comprenez la douleur qui règne au Mela. Voilà. Alors, ce n'est pas très sympathique. C'est une histoire terrible. J'ai voulu vous raconter ce que c'est un pogrom, parmi des centaines de pogroms que notre peuple a subis dans toutes les régions du monde. En Pologne, en Russie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Yémen, en Israël, partout, en France, en Allemagne, évidemment. Voilà, j'en ai fini avec l'histoire du Mela. J'essaierai de vous raconter des choses un petit peu plus gaies quand même la prochaine fois. Mais je voulais finir parce que je pense que c'était un tout. Je voulais vous expliquer, comme pour la bastonnade, un peu en détail ce que signifie un pogrom. C'est une catastrophe totale et absolue. Shana Tova, Tivat v'Chatima Tova, Tzom Kal et Tzom Moïl pour tout le monde. Merci Voilà. beaucoup, Toda Rabba Georges. Un grand, Des grand questions, merci. pas de problème. Voilà, vous pouvez maintenant poser des Merci questions. Paula. Et Merci. voilà, les questions, c'est le moment, chers amis. Réaction, Robert, tu veux dire un Oui, mot? oui. Je voudrais savoir comment ça se fait quand je parle avec des Marocains à l'heure actuelle et des jeunes d'une quarantaine d'années, ils parlent du Maroc avec un amour extraordinaire. Je ne comprends pas, avec tout ce que tu nous as raconté, comment ces gens-là peuvent parler encore du Maroc avec tant de bienfaisance. Monsieur Boublil, c'est la question Oui. dont on a parlé tout à l'heure avec Ariel. C'est une Oui. question qu'on peut se poser. C'est assez difficile à comprendre. J'ai quand même expliqué qu'ils avaient tellement intégré l'idée d'être des citoyens de seconde zone que ça leur paraissait presque normal et qu'ils l'ont évacué de leur mémoire. Oui, mais des jeunes de Effacé. 40 ans, c'est des jeunes de 40 ans, ils n'ont pas vécu cette période, mais ils connaissent leur histoire. Ça, je Vous comprends parlez pas. des jeunes de 40 ans qui parlez-leur de la Shoah, ils ne savent rien ou très peu. Ouais. C'est pareil. Bonne L'histoire se réponse. transmet difficilement. J'ai une fille qui est prof d'histoire, je peux vous dire que l'enseignement de l'histoire est difficile. Les enfants, les jeunes sont portés vers leur avenir. L'histoire, ça ne les intéresse pas. Ils ont tort, parce qu'il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas d'histoire. Oui. On est le résultat d'une histoire, et notre histoire et celle de tout le peuple juif continue. La renaissance d'Eretz Israël, c'est dans l'histoire, dans l'économie de l'histoire du peuple juif. Donc, s'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Vous avez tout à fait raison, mais c'est très difficile à enseigner l'histoire. Bon. Shana Tova, monsieur Boublil. Shana Tova pour tous. Je pourrais donner juste un exemple. Oui, oui. Voilà, donc une fois, je suis allé voir une dame qui était artiste, elle faisait des synagogues, n'est-ce pas? On pouvait aller chez elle pour voir des synagogues. Et alors, bon, je lui ai dit que je venais du Maroc. Elle a dit, oui, moi, je suis aussi du Maroc. Et elle était de Fès. Et enfin, elle ne me l'a pas dit. Et on a commencé à parler ceci, de parler de cela. Et j'ai commencé à lui parler qu'il y avait eu des problèmes, beaucoup de choses comme ça. Et elle m'a dit, non, mes parents ne m'ont jamais rien raconté. Bien qu'il y a toujours cette notion de Zechor Yemot Olam. Et j'avais parlé avec ma grand-mère, j'avais posé des questions. Et ma grand-mère ne m'a rien raconté. Et alors, au moment de sortir, j'ouvre la porte, je commence à sortir, je me retourne. De quelle ville vous êtes? Elle m'a dit, je suis de Fès. Alors je lui dis, c'est une très belle ville, il y a une très belle musique andalouse. Je n'allais pas commencer à lui raconter ce que sa grand-mère ne lui a pas raconté. Mais vous savez, je vais quand même vous dire, mon père ne m'a rien raconté de la période de la guerre. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup d'explications là-dessus. On aura l'occasion certainement d'en parler. Je ne sais pas si on peut comparer ça avec les gens Non, qui on peut après pas le la Shoah comparer. n'ont pas. On ne peut pas le comparer. Oh non, je ne compare pas, mais je veux dire par là,
on se tait, je ne sais pas, il y a un silence qui est là. Mais oui, il y a un silence parce qu'il y a aussi, et surtout, ce n'est pas un jugement, ne le prenez pas comme tel, Oui, oui, il y a souvent les générations qui l'ont subi, une espèce de honte d'avoir subi ça, oui, ou une honte d'avoir survécu à ça, alors que d'autres membres de la famille n'ont pas passé ce cas. c'est ça. C'est difficile, c'est la psychologie humaine, ce n'est pas mon métier, Ouais. mais c'est de ce côté-là qu'il faut chercher. Il y a une honte de l'avoir subi et il y a une honte d'avoir survécu, Oui, alors que d'autres ont disparu. C'est très difficile, très difficile. Alors ça aussi, ça peut expliquer ouais. le membre les parents n'ont rien, je parle de la Shoah là, les Ouais, parents n'ont rien raconté à leurs enfants, ils racontent à leurs petits-enfants. Ah. Là oui, on saute une génération. Merci. Mais c'est difficile. Si j'arrive à vous le montrer. Pardon? Non, non, c'est sur mon téléphone et j'arrive pas à le mettre. Non, j'arrive pas à le faire. D'autres réactions, chers amis? On continue d'être juif, on est fiers d'être juif. Absolument. Je voulais vous dire aussi que dans 15 jours, il n'y aura pas cours pour des raisons évidentes, c'est Sukkot. Oui, Donc le prochain cours, il aura lieu dans 3 semaines. très bien. Merci beaucoup. Et pour Khatima Tova, Chag Sameach à tous. Khatima Tova à tout le monde et passez un bon jeûne, de bonnes tefilotes Merci. et à bientôt et merci pour votre fidélité. Merci. Merci.